Ma sœur adoptive m'a faussement accusé de harcèlement. 7 ans plus tard, la vérité éclate, et maintenant, il me supplie de les aider. Salut tout le monde. Avant d'entrer dans le vif du sujet de cette pagaille, il faut que vous compreniez d'où je viens. Moi, homme de 28 ans, j'ai grandi dans ce que je pensais être une famille solide, dans un quartier aisé de la banlieue de Chicago. Mes parents donnaient l'impression d'avoir leur vie parfaitement en main, du moins en apparence. Mon père était conseiller financier dans une firme prestigieuse du centre-ville et gagnait bien sa vie, ce qui nous assurait un mode de vie confortable. Ma mère travaillait à temps partiel comme agente immobilière, mais son vrai travail consistait surtout à maintenir ce qu'elle appelait l'image familiale, autrement dit à participer à toutes les associations du quartier et à faire en sorte que notre famille ait l'air parfaite sur les cartes de vœux de Noël. J'étais leur fils biologique, le petit prodige qui faisait tout comme il faut. Des notes parfaites sans trop d'efforts, naturellement sportif, poli avec les adultes. Je n'étais pas un ange non plus, j'ai eu ma part de bêtises d'adolescent, quelques bières en cachette, des fêtes un peu trop bruyantes, mais rien de grave, rien qui aurait pu entacher la réputation familiale que ma mère protégeait si farouchement. Quand j'avais 10 ans, ils ont adopté Lily, 3 ans à l'époque, parce que ma mère avait toujours rêvé d'avoir une fille. Je me souviens du jour où ils l'ont ramenée à la maison, une toute petite chose avec de grands yeux bruns qui avait tout le monde dans sa poche en quelques minutes. Et je l'avoue, j'ai été un peu con avec elle au début. Du jour au lendemain, je n'étais plus le centre de l'attention. Tout tournait autour de Lily, le premier jour d'école de Lily, le spectacle de danse de Lily, la nouvelle tenue trop mignonne de Lily. Avec le recul, c'était juste de la jalousie de grand frère, mais à l'époque, j'avais l'impression d'être remplacé. En grandissant, je pensais qu'on avait développé une relation de frère et sœur normale. Pas fusionnelle, mais normale. On se disputait parfois, mais je veillais toujours sur elle. Quand elle était en CE1, un petit garçon n'arrêtait pas de lui tirer les cheveux et de la pousser dans la cour de récré. J'étais alors en 3e, et je me souviens être allé la déposer à l'école un matin et avoir eu une conversation très claire avec le gamin en question. Plus personne ne l'a embêté après ça. Je lui ai même appris à se défendre, les bases, comment donner un vrai coup de poing si elle n'avait vraiment pas le choix. J'étais son grand frère, quoi. À ma dernière année de fac, tout allait bien pour moi. Capitaine de notre équipe universitaire de baseball, Division 2, avec de vraies chances de rejoindre les ligues mineures. Moyenne de 3,85 en gestion d'entreprise, avec une mineure en finance. Un bon groupe d'amis, du genre à t'aider à déménager ou à venir te chercher à 3 heures du matin si ta voiture tombait en panne. Et je passais beaucoup de temps à la salle. Je m'entraînais sérieusement depuis le lycée, et à la fac j'étais au meilleur de ma forme, je faisais du développé couché à 315 livres, des squats à 405, du soulevé de terre à 495. J'avais cette silhouette en V, dont tout le monde rêve, épaules larges, taille fine, abdos visibles toute l'année. Je ne dis pas ça pour me vanter, juste pour que vous voyez le tableau. J'avais eu quelques relations sérieuses, mais rien de durable. J'étais surtout concentré sur mon avenir. Mon père avait des contacts dans plusieurs sociétés d'investissement à Chicago, et j'étais censé intégrer un programme de formation en gestion dans l'une des plus grandes après l'obtention de mon diplôme. Le plan était clair, finir mes études, peut-être jouer encore quelques années au baseball si j'en avais l'occasion, puis faire carrière dans la finance. Ensuite, trouver la bonne fille, me marier, avoir des enfants, le rêve américain classique. C'était le plan, du moins. Lily avait alors 15 ans, en seconde au lycée. Elle était devenue cet ado artiste, passionné de théâtre, toujours dans une pièce de l'école, toujours à réagir de manière dramatique à tout. Mais c'est normal à cet âge. Elle avait ses amis, sa vie. Quand je rentrais de la fac pendant les vacances, on allait dîner ensemble, on se racontait nos vies, rien d'extraordinaire. Avec le recul, j'ai raté certains signes. Comme sa jalousie quand mes parents se vantaient de mes réussites sportives. Ou ses remarques sur le fait que j'avais la vie facile. Ou encore ses histoires parfois invraisemblables sur ce qui se passait à l'école. Mais bon, on a toujours plus de recul après coup, pas vrai? C'était un mardi d'octobre, pendant ma dernière année. On venait de finir un entraînement épuisant, le coach nous avait fait courir jusqu'à l'épuisement après une défaite humiliante contre nos rivaux. J'avais les jambes en compote, l'épaule douloureuse à force de lancer, mais dans ce bon genre de douleur, celle qui prouve que ton corps répond à l'effort. Je suis allé prendre une douche, puis j'ai enfilé un jean et un sweat avant de vérifier mon téléphone sur le chemin du parking. Mon vieux pick-up F150 m'attendait, celui que mes parents m'avaient aidé à acheter pour mes 20 ans. Et là, je reste figé, 37 appels manqués, 54 messages, des textos du genre « espèce de malade, comment as-tu pu, t'es mort » venant de membres de la famille et d'amis proches. Mon cœur s'est emballé. Ma première pensée, quelqu'un est mort. Peut-être mamie ou papy. J'ai appelé mon père tout de suite. Qu'est-ce qui se passe? J'ai demandé en panique. Sa voix était glaciale, un ton que je ne lui avais jamais entendu. Ramène ton cul à la maison. Maintenant. Et ne va nulle part ailleurs. Puis il a raccroché. Je suis resté planté là, dans le parking, le téléphone à la main, incapable de comprendre. J'ai appelé ma mère, pas de réponse. Mon meilleur ami du lycée, rien non plus. C'était comme si tout le monde avait décidé de m'effacer.
J'ai conduit les 20 minutes jusqu'à la maison dans un brouillard total, l'estomac noué. La radio était sur NPR, mais je n'entendais rien de ce qu'il disait. En arrivant, j'ai vu le pick-up de mon oncle Mike dans l'allée, ainsi que plusieurs autres voitures. Mike, le frère cadet de mon père, un entrepreneur en bâtiment au tempérament explosif, qui ne m'avait jamais vraiment apprécié. Avant même que je sorte du véhicule, il a déboulé du Porsche, a ouvert ma portière, m'a attrapé par le col et m'a plaqué contre la carrosserie. « Je vais te buter, espèce d'enfoiré !» a-t-il hurlé à 2 centimètres de mon visage. Je pouvais sentir son haleine chargée de bière, et ses yeux fous me glaçaient le sang. J'aurais pu facilement me dégager, j'étais jeune, fort, lui avait 50 ans et un ventre de buveur, mais j'étais trop choqué pour réagir. Mon père et mon autre oncle Steve l'ont tiré en arrière. À l'intérieur, maintenant, a ordonné mon père, sans même me regarder. Je suis monté les marches du Porsche et je suis entré dans le salon. C'était plein à craquer. Ma mère était assise sur le canapé, les yeux rouges et gonflés d'avoir pleuré. Les 4 grands-parents étaient là, l'air grave. Des tantes, des oncles, même des amis proches de la famille. Et Lily, ma sœur, recroquevillée contre grand-mère, sanglotant dans son épaule. Le silence est tombé quand je suis entré. Tous me fixaient avec un mélange d'horreur et de dégoût qui m'a glacé le sang. « Qu'est-ce qui se passe ?» ai-je demandé, la voix tremblante, en cherchant une explication dans leur regard. Ma mère a levé les yeux, le visage tordu par une rage et un mépris que je ne lui avais jamais connu. « Comment as-tu pu ? À ta propre sœur. De quoi tu parles ?» ai-je répliqué, complètement perdu. Mon père s'est avancé, lui d'ordinaire si posé et maître de lui, avait l'air prêt à me démolir. « Lily nous a tout raconté, a-t-il dit. Comment tu entrais dans sa chambre la nuit ? Depuis des années. » L'accusation m'a frappé comme un train lancé à pleine vitesse. Je n'arrivais plus à respirer. Tout tournait autour de moi. Quoi ? C'est insensé. Je ne l'ai jamais touché. Lily sanglotait encore plus fort maintenant. Tu as dit que personne ne me croirait. Tu as dit que tu me ferais du mal si je parlais. Tu as dit que c'était notre secret. C'est complètement faux. Ai-je hurlé, le choc laissant place à la colère. Je n'ai jamais dit ça. Je n'ai jamais rien fait à Lily. Qu'est-ce qui se passe, bordel ? Mon oncle Mike a de nouveau tenté de me sauter dessus, mais papa et l'oncle Steve l'ont retenu. Mon pote est flic, t'es fini, enfoiré. Tu vas aller en prison, et là-bas, ils vont t'adorer, a-t-il craché. J'essayais de me défendre, de leur faire comprendre à quel point tout ça était absurde, mais c'était comme parler à un mur. Personne n'écoutait. Lily continuait avoir des souvenirs, inventant des détails à mesure qu'elle parlait. Elle disait que je l'avais touchée pour la première fois quand elle avait 10 ans, pendant que j'étais au lycée pour les vacances de Noël. Elle affirmait que c'était arrivé des dizaines de fois depuis, que je l'avais menacée de lui faire du mal, ou d'en faire à nos parents, si elle parlait. Chaque mot qui sortait de sa bouche était un mensonge total, mais tout le monde hochait la tête, la consolait, me fusillait du regard. C'était surréaliste, comme si j'étais tombé dans un univers parallèle où tout était inversé. Puis papa a craqué. Lui qui avait toujours été calme, jamais violent. Quelque chose s'est brisé en lui. Il s'est approché et m'a asséné un direct du droit digne d'un boxeur poids lourd. Le coup m'a pris en plein visage, je suis tombé, le goût du sang emplissant ma bouche là où mes dents avaient entaillé ma joue. « Prends tes affaires et dégage. Tu n'es plus mon fils », a-t-il lancé en se massant la main. Maman avait déjà préparé quelques sacs poubelles remplis de mes vêtements. Ils étaient posés près de la porte. Papa a attrapé mon portefeuille et en a sorti toutes les cartes à son nom, carte de crédit, assurance santé, tout. « Papa, s'il te plaît, c'est faux », j'ai supplié, le sang coulant de ma lèvre fendue. « Tu me connais depuis toujours. Tu sais que je ne ferai jamais une chose pareille. » Il m'a attrapé par le col, m'a traîné jusqu'à la porte et m'a littéralement jeté dans les escaliers du perron. Je suis tombé lourdement sur l'épaule, sentant un craquement. Plus tard, j'apprendrai qu'il s'agissait d'une petite luxation. Les sacs de vêtements ont suivi, puis mon équipement de baseball. « Si tu t'approches encore une fois de cette famille, je te tuerai moi-même », a-t-il dit avant de claquer la porte. Je suis resté assis sur la pelouse, le visage en sang, l'épaule pulsant de douleur, pendant que les voisins regardaient à travers leurs rideaux. Toute ma vie venait de s'effondrer en moins d'1 heure. Cette nuit-là, j'ai dormi dans mon pick-up, garé sur le parking du terrain de baseball, incapable de fermer l'œil. Je repassais sans cesse la scène dans ma tête, essayant de comprendre comment Lily avait pu faire ça, comment mes parents avaient pu la croire sans même me poser de questions. Au matin, ma mâchoire était gonflée et violacée, et mon épaule me faisait tellement mal que je ne pouvais presque plus bouger le bras. J'ai appelé un coéquipier, Ryan, qui m'a laissé dormir sur son canapé pendant 1 semaine. Ses colocataires n'étaient pas ravis, mais ils ont toléré ma présence. J'ai tenté d'appeler, d'envoyer des messages, d'aimer à toute ma famille, mes grands-parents, mes oncles, mes tantes, mes cousins, toutes ces personnes qui m'avaient connu toute ma vie. Aucune réponse, sauf un message de mon père. « Contacte-nous encore une fois, et je dépose une demande d'ordonnance restrictive. Tu es mort pour nous. » Ryan a essayé de m'aider. « Mec, faut que t'ailles voir les flics. Porte plainte contre ton père pour coups et blessures. Prends les devants. » Mais je ne pouvais pas.
Une part de moi refusait d'accepter que tout ça soit réel. Je continuais de penser que mes parents allaient se ressaisir, réaliser à quel point c'était insensé. Et, pour être honnête, j'avais peur. Et si Lily ne se rétractait pas? Et s'il la croyait toujours? Comment prouver que je n'avais rien fait? 2 semaines plus tard, j'ai reçu un email de l'université. Votre paiement des frais de scolarité est en retard. Mes parents avaient annulé le virement au milieu du semestre. Je suis allé au service des aides financières, j'ai tenté d'obtenir un prêt d'urgence, mais sans garant et avec peu d'historique de crédit, j'étais foutu. J'ai dû passer en statut mi-temps pour pouvoir travailler à plein temps et payer le peu que je pouvais. L'entraîneur a été compréhensif au début, m'a laissé rester dans l'équipe, mais j'ai manqué tellement d'entraînement à cause de mon nouveau boulot de vigile dans un bar que je ne jouais presque plus. Mes notes ont chuté, passant du tableau d'honneur à la limite du redoublement. Mes amis ont commencé à m'éviter, les rumeurs s'étaient propagées. Quelqu'un dans la famille avait parlé à quelqu'un, qui en avait parlé à quelqu'un d'autre, vous connaissez la suite. Personne ne m'a jamais traité de prédateur en face. Mais je voyais bien les regards, les conversations qui s'arrêtaient dès que j'entrais, les filles qui changeaient de siège quand je m'asseyais trop près. 4 mois plus tard, mon pick-up est tombé en panne. Bloc moteur fissuré, des milliers de dollars de réparation. Je n'avais pas les moyens. J'ai perdu le job de livreur que j'avais pris en plus du boulot au bar. Puis j'ai été expulsé de l'appartement miteux que je partageais avec 2 autres gars, incapables de payer ma part du loyer. J'ai commencé à dormir dans le local à matériel de l'équipe de baseball, l'entraîneur m'avait donné le code. Je me lavais dans les vestiaires. Je ne mangeais qu'un seul repas par jour à la cafétéria, avec le peu qu'il restait sur ma carte de repas. Un soir de février, alors qu'il gelait dehors, l'entraîneur m'a trouvé là, emmitouflé dans 3 sweats et un sac de couchage, ma valise servant d'oreiller. Au lieu de se fâcher, il s'est assis à côté de moi sur le sol. « Fiston, qu'est-ce qui t'est arrivé ?» a-t-il demandé, sincèrement inquiet. Je lui ai tout raconté, l'accusation, la réaction de mes parents, ma vie qui s'écroulait, la voiture, l'appartement. C'était la première personne qui m'écoutait vraiment jusqu'au bout. Quand j'ai terminé, il n'a pas dit que je mentais. Il n'a pas dit qu'il me croyait non plus. Il a juste hoché la tête et est resté silencieux un moment. « Tu peux rester ici jusqu'à la fin du semestre », a-t-il fini par dire. Après ça, je t'aiderai à trouver une solution. Le lendemain, il m'a apporté un radiateur d'appoint et un vrai matelas gonflable. Il a commencé à m'inviter à dîner chez lui 1 fois par semaine. Sa femme me préparait toujours des restes à emporter. Ce n'était pas grand-chose, mais c'était quelque chose. Quelqu'un qui se souciait de moi. J'ai terminé l'année avec une moyenne de 2,1, juste assez pour éviter la mise en probation académique, mais j'étais fini avec le baseball. La flamme s'était éteinte. L'entraîneur m'a trouvé un boulot d'été dans un programme de réinsertion pour ados à problème, dans le Colorado. Ironique, non? Mais le poste payait en liquide, le logement était fourni dans une cabane du personnel, et j'avais de quoi manger. Cet automne-là, je ne suis pas retourné à la fac. Je suis resté dans le programme et je suis devenu guide à plein temps. Je passais mes journées à grimper des montagnes, à enseigner la survie à des gosses de riches dont les parents ne savaient plus quoi faire. Je me suis reconstruit physiquement. Le travail était dur, porter des sacs de 25 kilos dans les montagnes, couper du bois, construire des abris, j'ai pris 7 kilos de muscles en 6 mois. Le soir, je me saoulais à en perdre connaissance avec les autres guides. Les jours de congé, j'essayais tout ce qui me tombait sous la main, weed, acide, champi, coke. Sans précaution. Sans réfléchir. J'essayais juste d'anesthésier la douleur, de me couper du fait que ma vie d'avant était définitivement morte. Un jour, après la mort d'un guide dans un accident d'escalade que j'aurais probablement pu éviter si je n'avais pas été en gueule de bois, le directeur du programme m'a pris à part. « Jake, t'es l'un de nos meilleurs guides quand t'es sobre. Les gamins te respectent. T'assures sur le terrain. Mais quand tu pars en vrille, t'es un danger. Je peux pas te confier des vies quand tu te détruis toi-même. » Le lendemain, j'étais viré. J'ai passé l'année suivante à vivre dans une vieille Honda Civic de 1998, acheté 1200 $ cash. Je bossais où je pouvais, videur dans des bars, agent de sécurité pour des événements, ouvrier journalier sur des chantiers, n'importe quel boulot où ma carrure servait et où personne ne posait trop de questions sur mon passé. J'évitais les femmes. J'évitais les familles. Je quittais même les restaurants si un enfant s'asseyait trop près de moi. La peur d'être de nouveau accusé était paralysante. Je faisais des cauchemars où j'étais en prison, les autres détenus découvrant pourquoi j'étais là. Je me réveillais en sueur, le cœur battant si fort que je pensais faire une crise cardiaque. Une nuit, je travaillais comme agent de sécurité dans un bar universitaire à Fort Collins. J'ai reconnu un type de mon ancienne fac. Il faisait partie de l'équipe de football à l'époque. Lui aussi m'a reconnu. Il a commencé à dire à ses amis qui j'étais, ce que j'étais censé avoir fait. À la fermeture, ils me lançaient tous des regards, faisaient des commentaires juste assez forts pour que je les entende. Sale prédateur. Dégueulasse. Quelqu'un devrait lui donner une leçon. J'ai essayé d'ignorer, j'ai fait mon boulot, escorté les derniers clients dehors à 2 heures du matin. Je marchais vers ma voiture quand on m'a attaqué sur le parking. 3 types de tout à l'heure. Ils m'attendaient.
Ils m'ont traité de pédophile, de prédateur. Ils disaient qu'ils allaient s'assurer que je ne ferais plus de mal à personne. J'ai riposté, j'ai réussi à placer quelques bons coups, j'ai sûrement cassé le nez de l'un d'eux. Mais ils étaient 3, et ils m'ont pris par surprise. Résultat, 3 côtes cassées, une fracture de l'orbite, une épaule déboîtée, une commotion. Le gars au nez cassé a dû paniquer, parce qu'ils se sont enfuis quand une voiture est arrivée sur le parking. Le conducteur a appelé une ambulance. J'ai passé 2 nuits à l'hôpital avant d'être relâché, sans endroit où aller, sans assurance santé, avec une facture de 17 000 $ impossible à payer. Les antidouleurs ne servaient presque à rien. Je ne pouvais plus travailler avec mes blessures. Je dormais dans ma voiture, sur les parkings de Walmart, je me lavais à l'éponge dans les toilettes des stations-service quand j'arrivais à bouger les bras. J'ai décidé que j'en avais fini. Vraiment fini. Il pleuvait. En pleine nuit, j'ai conduit jusqu'à un vieux pont à l'extérieur de la ville, assez haut pour que sauter mette fin à tout. J'ai garé ma Civic, marché jusqu'au milieu, enjambé la rambarde. Mes côtes hurlaient de douleur à chaque mouvement. Je suis resté là, je ne sais pas combien de temps, trempé par la pluie, à fixer l'eau noire en dessous. Mon téléphone était dans ma main. Aucun message. Aucun appel. Depuis 3 ans, un silence absolu de la part de ma famille. Personne ne viendrait me sauver. Personne ne se souciait de savoir si je vivais ou mourais. Un peu froid pour une baignade, tu ne crois pas? La voix m'a tellement surpris que j'ai failli glisser. Je me suis rattrapé à la rambarde de mon bras valide, la douleur me transperçant les côtes cassées. Je me suis retourné et j'ai vu un vieil homme, probablement dans les 70 ans, debout sous la pluie avec une canne à pêche à la main. Allez-vous-en, ai-je dit d'une voix rauque. Je ne peux pas faire ça, fiston, a-t-il répondu calmement, comme si on discutait un matin ensoleillé. Tu vois, si je pars et que tu sautes, ça me rend responsable, d'une certaine manière. Ce n'est pas votre problème. C'est devenu mon problème dès que je t'ai vu. C'est comme ça que la vie fonctionne. Il s'est approché, sans agressivité, juste avec assurance. Je m'appelle Frank. Ancien des marines. J'ai vu beaucoup d'hommes au bord du gouffre. Tu veux me dire ce qui t'a amené de l'autre côté de cette rambarde? Vous ne comprendriez pas, et c'est toujours. Je ne sais pas pourquoi, mais je lui ai tout raconté. L'accusation, l'exclusion, les 3 dernières années. Peut-être parce que je pensais que j'allais mourir de toute façon. Peut-être parce que c'était un inconnu qui ne me regardait pas comme un monstre. Ou peut-être parce que quelque chose dans son regard me rappelait mon grand-père, le seul de ma famille qui m'aurait cru, s'il n'avait pas souffert de démence. Quand j'ai fini, il a simplement hoché la tête, exactement comme mon ancien coach. Puis il a dit une phrase que je n'oublierai jamais, « Fiston, tu portes ce fardeau seul depuis trop longtemps. Pose-le pour une nuit. Viens manger un vrai repas, mettre des vêtements secs, et on en reparlera demain, la tête claire. Pourquoi aideriez-vous quelqu'un comme moi? Vous ne savez même pas si je dis la vérité. » Les yeux de Frank étaient perçants, même dans la pénombre. Je lis sur les visages des hommes depuis 50 ans, en guerre comme en paix. Soit tu dis la vérité, soit t'es le meilleur menteur que j'ai jamais rencontré. Dans tous les cas, la mort est définitive. La nourriture ne l'est pas. J'aurais pu l'ignorer. J'aurais pu sauter quand même. Parfois, je me demande encore pourquoi je ne l'ai pas fait. Mais il y avait quelque chose dans sa certitude, dans son calme au milieu de ma tempête, qui m'a fait repasser de l'autre côté de la rambarde. La maison de Frank était petite mais impeccable. Une précision militaire dans tout, les livres parfaitement alignés, les chaussures parallèles à la porte. Il m'a donné des vêtements secs, ceux de son fils mort en Afghanistan 10 ans plus tôt. M'a forcé à prendre une douche chaude pendant qu'il cuisinait. Cette nuit-là, j'ai dormi sur le canapé de Frank. Vraiment dormi, pour la première fois depuis des années. Le lendemain matin, il m'a préparé le petit déjeuner, bacon, café si fort qu'il aurait réveillé un mort. Puis il m'a proposé un emploi. Il m'a dit qu'il possédait une petite société de sécurité, protection rapprochée, événements, et quelques contrats spéciaux pour des clients fortunés. Qu'il avait besoin d'un jeune homme fort, obéissant et discret. Pourquoi me feriez-vous confiance pour ça? Ai-je demandé. Vous venez juste de me rencontrer. J'étais à 2 doigts de me suicider. Frank m'a regardé droit dans les yeux. Parce qu'un homme au bord du vide qui choisit de reculer à quelque chose pour lequel il vaut la peine de vivre, même s'il ne le sait pas encore. Et parce que si tu me trahis, je saurai exactement comment te retrouver. Pendant les 6 mois suivants, j'ai vécu dans la chambre d'amis de Frank, travaillé pour son entreprise. C'était un dur à cuire. Réveil à 5 heures du matin, règle stricte, pas d'alcool les soirs de travail. Il m'a fait consulter un médecin pour mes blessures et a payé les factures lui-même, disant que je pourrais le rembourser plus tard. Mais il était juste. Il me payait bien. M'a appris la finance, l'investissement, comment m'habiller et parler aux clients, comment redevenir professionnel. Il m'a aussi obligé à voir un thérapeute, un vieux copain vétéran du Vietnam, spécialisé dans le stress post-traumatique. Au début, j'ai résisté, mais Frank ne lâchait jamais. Tu t'es pris un sacré coup, fiston. Pas seulement physiquement. Faut remettre ta tête en ordre si tu veux bosser pour moi. La thérapie m'a aidé, lentement. Elle m'a appris que ce qui m'était arrivé n'était pas ma faute, que je ne méritais pas ça,
que je n'étais pas brisé à jamais. Après 6 mois, j'avais économisé assez pour louer mon propre appartement. Rien de luxueux, mais c'était chez moi. Propre, sûr. J'ai repris des cours au Community College, gestion d'entreprise, certification en sécurité. Franck est devenu comme le père que j'avais perdu. Il ne m'a jamais poussé à recontacter ma famille, ni à laver mon nom. Il disait simplement, certaines batailles ne valent pas la peine d'être menées. Concentre-toi sur la guerre, bâtir une vie qu'ils ne pourront jamais t'enlever. 1 an après avoir commencé à travailler pour lui, il m'a envoyé assurer la sécurité lors du vernissage de la galerie d'art de sa nièce. Il disait que c'était un service pour sa sœur, mais je sais maintenant qu'il jouait les entremetteurs. Sophie n'était rien de ce à quoi je m'attendais. Franck l'avait décrite comme « intelligente comme un diable et qui ne se laisse marcher sur les pieds », ce qui était vrai, mais très incomplet. Elle était belle d'une manière peu conventionnelle. Grande, athlétique, avec ses yeux verts intenses qui semblaient voir à travers vous. Des cheveux foncés, coupés de façon asymétrique, qui encadraient parfaitement son visage. Pas belle au sens des magazines, mais fascinante. Le genre de femme qui attire l'attention simplement par sa présence. Au début, ça ne collait pas entre nous. Elle pensait que j'étais juste un gorille de sécurité sans cervelle. Moi, je la prenais pour une snob prétentieuse du monde de l'art. Pendant l'événement, je l'ai entendu expliquer une peinture abstraite à un acheteur potentiel, puis lever les yeux au ciel quand il est parti sans rien acheter. Tout le monde ne comprend pas, ai-je dit, sans vraiment vouloir engager la conversation. Elle m'a regardé de haut en bas, détaillant mon uniforme de sécurité. Et toi, tu comprends? Non. Mais au moins, je ne fais pas semblant. Elle a presque souri. Presque. De l'honnêteté. C'est rafraîchissant. Toute la soirée, je l'ai surprise en train de m'observer. Pas du genre je vérifie que l'agent de sécurité ne vole rien, mais plutôt avec curiosité. Je faisais mon travail, surveiller la salle, les entrées, garder un œil sur les pièces les plus précieuses. Professionnel, attentif, discret. À la fin de la soirée, alors que je faisais les vérifications finales et que les derniers invités partaient, elle est venue vers moi. Mon oncle Franck dit que tu es plus qu'un simple paquet de muscles. Votre oncle parle trop, ai-je répondu. Elle a ri. Un vrai rire. Pas le rire mondain et forcé que j'avais entendu toute la nuit. En fait, il parle très peu. C'est pour ça que, quand il le fait, les gens écoutent. Il dit que tu suis des études. Gestion d'entreprise, c'est ça? Oui. Et quelques certifications spécialisées en sécurité. Intéressant comme combinaison. Dis-le-moi. On a parlé jusqu'à 2 heures du matin. De tout, sauf de mon passé. Elle était intelligente, drôle, stimulante de la meilleure façon, avait voyagé partout, avait des opinions bien arrêtées sur l'art, la politique, la musique, mais elle écoutait aussi les miennes. Quand j'ai finalement dit que je devais y aller, parce que j'avais un entraînement tôt le matin avec un nouveau client, elle m'a tendu sa carte. J'ai un problème de sécurité dans mon appartement. Les serrures ont besoin d'être changées. Peut-être que tu pourrais venir me faire un devis? C'était une excuse évidente, mais je l'ai acceptée. Cette consultation est devenue un dîner, puis des soirées cinéma, puis des week-ends passés ensemble. Sophie n'était comme aucune femme que j'avais connue. Indépendante, passionnée par son travail, mais vulnérable dans les moments de silence. Elle aussi avait souffert, pas comme moi, mais la douleur reconnaît la douleur. Pendant des mois, j'ai évité de parler de ma famille, inventé des histoires vagues quand elle demandait. Je lui ai dit que mes parents étaient morts dans un accident de voiture, que j'étais fils unique. Sophie savait que je cachais quelque chose, mais elle n'a jamais insisté. Franck, lui, m'a dit un jour au travail, alors qu'on planifiait la sécurité d'un futur événement, cette fille est en train de tomber amoureuse de toi, et toi aussi. Elle mérite la vérité avant que ça n'aille plus loin. Il avait raison. Alors un soir, pendant le dîner chez moi, je lui ai tout raconté. Toute l'histoire. Les détails laids, honteux, douloureux. Je m'attendais à ce qu'elle parte, qu'elle me regarde autrement, qu'un doute s'installe, que peut-être, juste peut-être, Lily n'avait pas menti. Au lieu de ça, elle a pris ma main à travers la table et a dit « Merci de m'avoir fait confiance. Je te crois. » 3 mots simples, que je n'avais entendus que de Franck. J'ai fondu en larmes, là, à table, pleurant comme un enfant. Elle m'a juste tenu contre elle, en silence, me laissant tout relâcher. 2 ans après notre rencontre, je lui ai demandé sa main. Comme il faut. À genoux, à l'endroit de notre premier vrai rendez-vous, la bague à la main, le cœur battant à tout rompre. Franck l'a accompagné jusqu'à l'hôtel, son propre père étant décédé depuis longtemps. On a acheté une petite maison dans un quartier tranquille, commencé à construire une vraie vie. J'ai terminé mon diplôme, suis devenu associé dans la société de Franck. On a grandi, de contrats locaux à régionaux, puis nationaux, bâtissant une réputation de professionnalisme et de discrétion. La carrière artistique de Sophie a décollé. Ses œuvres ont commencé à apparaître dans de grandes galeries, à se vendre à prix fort. On parlait de fonder une famille. J'étais enfin heureux. Enfin en paix. Les cauchemars étaient moins fréquents. Je pouvais être entouré d'enfants sans paniquer. J'avais même renoué avec quelques anciens amis de la fac, qui avaient entendu, par des connaissances communes, des bribes de la véritable histoire.
Mon ancienne vie me paraissait lointaine, comme si elle était arrivée à quelqu'un d'autre. Je pensais parfois à ma famille, me demandais s'ils avaient fini par douter du récit de Lily, s'ils regrettaient leur choix. Mais j'avais accepté que ce chapitre soit clos. J'avais une nouvelle famille maintenant, des gens qui m'avaient choisi, qui restaient à mes côtés. Et c'était suffisant. Du moins, je le croyais. C'était un mardi ordinaire, en mars. J'étais à mon bureau, en train de revoir les protocoles de sécurité pour un client important, un PDG milliardaire du secteur technologique, en visite pour une conférence et nécessitant une protection discrète. Mon assistante m'a appelé via l'interphone, « Monsieur, vous avez un appel sur la ligne 1. » La femme n'a pas voulu donner son nom, mais dit que c'est une urgence familiale. Ma première pensée, Sophie ou Franck. Passez-la moi. J'ai décroché. Allô? Ici Jake. Pas mon vrai nom, évidemment. Silence. Puis un sanglot. Jake? C'est maman. Mon corps s'est glacé. Je n'avais pas entendu sa voix depuis 7 ans. J'ai eu envie de raccrocher. De hurler. À la place, j'ai juste dit, qu'est-ce que tu veux? Ne raccroche pas, je t'en supplie. On doit te parler. C'est important. On n'a pas parlé depuis 7 ans. Rien ne peut être si important. Ma voix était glaciale. Lily a avoué. Elle a menti sur tout. Elle a tout inventé. Le monde s'est arrêté. 7 ans de souffrance. De reconstruction, de cauchemars, de crises d'angoisse, de thérapie. Tout ça à cause d'un mensonge. Un mensonge que j'avais toujours su être un mensonge. Mais l'entendre de sa bouche. Jake? Tu es là? J'ai raccroché. Je suis sorti de mon bureau, j'ai dit à mon assistante d'annuler mes rendez-vous, et j'ai conduit jusqu'à la maison de Franck. Quand je lui ai tout raconté, il a juste hoché la tête. Qu'est-ce que tu veux faire? Je ne sais pas, si, tu sais. Tu ne sais juste pas si c'est la bonne chose. Il avait raison. Une partie de moi voulait les ignorer, les effacer à jamais. Mais une autre partie voulait des réponses. Je voulais les entendre me dire la vérité en face. Sophie pensait la même chose quand je lui ai raconté le soir même. Tu as besoin d'une conclusion, dit-elle. Mais quoi que tu décides, je suis avec toi. Et Jake, ça ne change rien entre nous. Je suis là. Peu importe. Pendant 2 semaines, j'ai ignoré les appels et les messages de ma mère, de mon père, même de parents qui m'avaient tourné le dos des années plus tôt. J'en ai parlé à mon thérapeute. Oui, j'en ai un. Et je n'en ai pas honte. Finalement, j'ai décidé que je devais les affronter, mais à mes conditions. J'ai envoyé un message à ma mère, endroit public. Café sur Main Street. Dimanche, 14 h. Juste toi, papa et Lily. J'aurai des gens avec moi. Une seule chance. Dimanche est arrivé. Franck a insisté pour venir en renfort. Sophie était à mes côtés, me tenant la main si fort que ça me faisait presque mal. On est arrivé en avance, on s'est installé à une table dans le coin, d'où je pouvais voir toutes les entrées et sorties, un vieux réflexe de sécurité qui ne me quitte jamais. Mon estomac était noué. Une partie de moi s'attendait encore à ce qu'ils ne viennent pas, ou que ce soit un piège. Sophie ne me lâchait pas des yeux, inquiète. On peut partir à tout moment, d'accord? Il suffit de me le dire. Ils sont arrivés pile à 2 h. Maman avait l'air plus vieille que dans mes souvenirs, ses cheveux plus gris que bruns, son visage marqué par le stress. Papa avait maigri, presque méconnaissable, ses costumes chers remplacés par un pantalon kaki et une chemise usée. Lily, aujourd'hui âgée de 22 ans, avait complètement changé depuis l'adolescente dont je me souvenais. Son visage était plus fin, ses yeux baissés, sans trace du côté dramatique qu'elle affichait autrefois. Maman me vit la première. Ses yeux se remplirent de larmes et elle se précipita vers moi, les bras ouverts pour me serrer dans ses bras. Je reculai d'un pas, plaçant légèrement Sophie entre nous. « Asseyez-vous. » Personne ne parla pendant ce qui me parut une éternité. Finalement, mon père prit la parole, la gorge serrée. « Fils, nous. Je ne suis pas votre fils, le coupai-je. Vous l'avez bien fait comprendre il y a 7 ans. » Je m'appuyai contre le dossier de ma chaise. « Alors parlez. Pourquoi je suis ici ?» Maman se mit à pleurer. Papa avait l'air brisé. Lily, elle, fixait toujours le sol. Il y a 3 mois, commença mon père d'une voix rauque, Lily a convoqué une réunion de famille. Elle nous a dit qu'elle avait menti. Surtout. Je me tournai vers Lily. « Regarde-moi. » Lentement, elle leva les yeux. Rougie par les larmes. « Pourquoi ?» Ma voix ne me ressemblait plus. Elle inspira difficilement. J'étais jalouse. Tu étais le fils parfait. Sportif, intelligent, tout le monde t'aimait. Papa et maman te donnaient tout. Je voulais qu'ils m'aiment plus, qu'ils me remarquent. Alors tu m'as accusé de quelque chose qui aurait pu m'envoyer en prison. Tu as détruit toute ma vie? La colère que je croyais avoir enterrée refit surface brutalement. Je ne pensais pas que ça irait aussi loin, murmura-t-elle. Je croyais qu'ils allaient juste te gronder, peut-être te punir. Mais ensuite tout le monde a commencé à poser des questions, et je ne pouvais plus revenir en arrière. Et puis, les gens étaient si gentils avec moi, ils me donnaient de l'attention, des cadeaux. Je ne savais plus comment arrêter. Et vous deux? Je me tournai vers mes parents. Vous m'avez jeté dehors sans même vérifier les faits, sans preuve. Papa tenta de se justifier. On croyait la protéger.
C'est notre petite fille. Et moi, j'étais quoi? Votre fils. Je frappai la table du plat de la main. Le café entier se figea. Les gens firent semblant de ne pas écouter, mais tous tendaient l'oreille. Je n'étais même pas à la maison ce week-end du 4 juillet où elle prétend que c'est arrivé. J'étais à un tournoi de baseball à Denver. Il y avait des photos sur les réseaux. Vous avez seulement vérifié? Maman porta la main à sa bouche. Papa devint livide. Vous savez ce qui s'est passé après que vous m'avez jeté dehors? Mon camion est tombé en panne. J'ai perdu mon appartement. J'ai dormi dans le hangar à matériel de baseball. J'ai failli mourir d'hypothermie, et me suis fait tabasser par des gens qui avaient entendu des rumeurs. Je me suis retrouvé sur un pont, prêt à sauter, parce que la famille qui était censée m'aimer a cru le pire sans même me poser une question. Je sortis mon téléphone, leur montrai des photos, moi, l'œil au beurre noir et la lèvre fendue après une bagarre de bar. Moi, amaigri, pendant ma période d'errance. Mes dossiers d'hôpital. J'étais votre fils. Ma voix se brisa. Sophie me serra la main. Franck posa la sienne sur mon épaule, me ramenant à la réalité. On est tellement désolé, sanglota maman. On a fait une terrible erreur. On veut arranger les choses. Arranger les choses? Ricanai-je, sans aucune joie. Comment? En me rendant 7 ans de ma vie? En effaçant les cauchemars? Le traumatisme d'avoir été sans abri? D'avoir été battu? D'avoir voulu mourir? Maman pleurait de plus belle. Papa semblait vieillir à vue d'œil. On veut que tu rentres à la maison, dit-il d'une voix à peine audible. On veut que la famille soit à nouveau réunie. Ça n'arrivera pas. J'ai déjà une famille. Je regardais Sophie et Franck, les seules personnes qui avaient réellement été là pour moi. Lily prit enfin la parole. Il y a autre chose que tu devrais savoir. Elle expliqua qu'après sa confession, tout avait changé. Mes parents l'avaient coupé financièrement, lui avaient retiré la voiture qu'ils lui avaient offerte pour ses 16 ans, une putain de BMW, alors que moi je dormais dans mon camion. Ils l'avaient vendue. Elle avait dû abandonner son université privée hors de prix, bosser dans le commerce et suivre des cours du soir. L'entreprise de mon père avait pris un coup après de mauvais investissements, et ils avaient dû vendre leur grande maison pour un simple condo. La réputation sociale de maman avait volé en éclats quand la vérité sur le mensonge de Lily s'était répandue. On a besoin de ton aide, avoua maman, honteuse. L'entreprise de ton père coule. On va perdre le condo. Lily ne peut plus payer ses études. On a tout vendu ou presque. Et voilà. Ce n'était pas le pardon qu'il cherchait. C'était de l'argent. Je me mis à rire. Impossible de m'en empêcher. Laissez-moi deviner. Vous détruisez ma vie, me reniez, me laissez crever. Et maintenant que j'ai réussi sans vous, vous voulez que je vous sauve? On est une famille, dit faiblement mon père. Non. Plus maintenant. Je me levai. Vous avez fait votre choix il y a 7 ans. À vous d'en vivre les conséquences. S'il te plaît, implora Lily, des larmes coulant sur ses joues. Je ne mérite pas le pardon, mais papa et maman ne devraient pas payer pour ma faute. Tu as raison, dis-je. Ils devraient payer pour la leur. Je l'ai regardé. Je pardonne à Lily. Elle était une enfant qui a fait un choix terrible. Mais vous deux, vous étiez des adultes. Vous auriez dû protéger vos 2 enfants. Au lieu de ça, vous avez sacrifié l'un sans la moindre hésitation. Je déposai de l'argent pour le café sur la table. En partant, maman attrapa mon bras. S'il te plaît, ne laisse pas les choses comme ça. Que veux-tu qu'on fasse? Qu'est-ce que tu veux de nous? Je la regardai longuement. Je veux que vous sachiez ce que ça fait de tout perdre. De vous sentir impuissant. Que personne ne vous croit. Peut-être alors comprendrez-vous ce que vous m'avez fait. Sophie, Franck et moi sortîmes. Arrivé à la voiture, Franck posa une main sur mon épaule. Je suis fier de toi, fiston. C'était il y a 2 ans. Depuis, j'ai appris par des connaissances communes que mes parents ont perdu le condo. Mon père travaille maintenant dans un supermarché. Ma mère fait des ménages. Lily a quitté l'école et s'est installée dans un autre état. Parfois, je pense à la recontacter. Sophie dit que ce serait la dernière étape de ma guérison, le pardon, non pas pour eux, mais pour moi. Franck dit que c'est mon choix, et qu'il me soutiendra quoi que je décide. Pour l'instant, je me concentre sur ma propre famille. Sophie est enceinte de notre premier enfant. Édition 1, nous étendons notre société de sécurité dans 3 nouveaux États. On construit quelque chose de solide, que personne ne pourra nous enlever. Édition 2, pour répondre aux questions fréquentes, oui, j'ai envisagé de porter plainte contre Lily pour fausses accusations, mais le délai de prescription est expiré. Non, je ne me sens pas coupable de ne pas aider financièrement mes parents. Ils ont fait leur lit. Et oui, Sophie vit très bien sa grossesse. Merci de demander. Édition 3, beaucoup disent que je devrais aider Lily parce qu'elle n'était qu'une enfant à l'époque. Peut-être. Mais elle avait 15 ans, pas 5. Assez grande pour savoir ce qu'elle faisait. Et elle m'a laissé souffrir pendant 7 ans avant d'avouer. Cela dit, je finirai peut-être par la recontacter un jour. Pas encore prêt. Édition 4, pour ceux qui demandent si je laisserai mes parents rencontrer leur petit enfant, je n'en sais rien. Seront-ils dans la salle d'accouchement? Absolument pas. Garderont-ils le bébé? Jamais. Peut-être des visites surveillées, un jour, si je suis sûr qu'ils ne rempliront pas la tête de mon enfant avec d'autres mensonges,
et seulement s'ils suivent une thérapie et assument pleinement leurs actes. Édition 5, certains disent que cette histoire est inventée. Peu importe. Croyez ce que vous voulez. Pourquoi j'aurais inventé un truc aussi tordu? Je suis ici pour vider mon sac et peut-être aider ceux qui ont été faussement accusés, pas pour des likes sur Internet. Édition 6, merci à tous ceux qui ont partagé des histoires similaires dans les commentaires. Ça aide de savoir qu'on n'est pas seul. Et pour la personne qui m'a demandé pourquoi je ne hais pas toutes les femmes maintenant, parce que je ne suis pas un crétin d'incel qui croit qu'une seule personne représente tout un genre. Ma femme est une femme, au cas où vous auriez manqué ce détail.